Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au troisième. Nous allons voir aujourd'hui l'essentiel du cours sur le thème « Comment organiser le monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale ». Le sujet, posé ainsi avec le verbe organiser à l'infinitif, fait allusion à une volonté de donner de nouvelles bases. Quant au cadre chronologique, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut avoir à l'esprit deux dates, le 8 mai 1945, la capitulation de l'Allemagne, et le 2 mai 1945, celle du Japon. Mais il faut savoir que des décisions concernant l'organisation du monde sont prises avant ces dates. Commençons dans une première partie par voir la création de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation est née en juin 1945 avec la signature de la Charte de San Francisco aux États-Unis. Cette charte est signée par 51 pays. Les objectifs sont doubles. Il s'agit tout d'abord et surtout de maintenir la paix dans le monde. En gros, c'est l'équivalent de la SDN qui avait été créée après la Première Guerre mondiale, mais qui avait échoué puisque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et le second objectif, c'est améliorer les conditions de vie de l'humanité et favoriser la coopération entre les États. Les décisions de l'ONU sont prises par l'Assemblée générale. Cette assemblée réunit tous les pays membres de l'organisation et chacun dispose d'une voix. Mais parmi ces pays, certains sont membres permanents du Conseil de sécurité. Il y en a 5, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'URSS. Il s'agit en fin de compte des grands vainqueurs, on pourrait dire, de la Seconde Guerre mondiale. À noter que la France, qui officiellement est un pays vaincu, a su se hisser au rang des vainqueurs avec la forte personnalité du général de Gaulle. Alors, ces membres permanents du Conseil de sécurité ont un droit de veto sur toutes les décisions de l'organisation. Le droit de veto, c'est le droit d'annuler une décision. C'est-à-dire, même si tous les membres de l'Assemblée générale sont d'accord pour une décision, il suffit qu'il y en ait un qui est membre permanent du Conseil de sécurité qui s'y oppose pour que la décision ne soit pas prise. Alors, l'ONU a une force armée. Il s'agit des casques bleus. Ce n'est pas réellement une armée à proprement dite, mais c'est des contingents d'armées de pays membres qui sont envoyés le temps d'une mission et qui vont travailler ensemble le temps de cette mission. Dans une seconde partie, nous allons parler des procès de Nuremberg. Après la Seconde Guerre mondiale, pour bâtir ce monde nouveau, il faut d'abord régler les affaires de la Seconde Guerre mondiale, essayer d'apaiser les gens pour les réunifier, qu'ils puissent construire ensemble un monde nouveau. Donc, Nuremberg est une ville symbole du nazisme. C'est là où, dès son avènement, Hitler avait organisé de grandes cérémonies en son honneur. C'est là qu'en 1935 ont été proclamées les lois de Nuremberg qui excluent les Juifs de la société allemande. Et là, de novembre 1945 à octobre 1946, vont se dérouler ces fameux procès où seront jugés les criminels de guerre et de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. C'est lors de ces procès qu'apparaît la nouvelle notion de droit international, le crime contre l'humanité. Cette notion est utilisée pour juger les responsables de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un synonyme de la Shoah. C'est un mot donc qui désigne le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les juges, lors de ces procès de Nuremberg, sont des représentants des forces alliées, c'est-à-dire qu'on va trouver des juges des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'URSS. Dans une troisième partie, on peut parler de la domination économique des États-Unis. Dans ce nouveau monde,
il faut compter avec les États-Unis, dont la puissance économique a été renforcée encore avec la Seconde Guerre mondiale. On avait vu dans une leçon précédente qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, les États-Unis étaient devenus la première puissance économique mondiale. Et celle-ci est encore renforcée avec la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de combat sur son sol et que tout son outil de production est resté compétitif. Et cette domination économique est renforcée encore par les accords de Bretton Woods en 1944 qui font du dollar la monnaie de référence pour les échanges internationaux. Enfin, pour terminer, il faut savoir que ce monde d'après 1945 commence à être marqué par l'opposition entre les deux grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS. Ce sont les deux pays qui sont sortis le plus victorieux de la Seconde Guerre mondiale, qui ont un prestige augmenté par cette Seconde Guerre mondiale. Et cette opposition entre ces deux pays, qui va durer de 1947 jusqu'au début des années 1990, s'appelle la guerre froide. Et dès 1945, on sent ces oppositions. Alors les États-Unis de l'époque, en 1945, sont dirigés par le président Harry Truman et l'URSS par Joseph Staline. Ils incarnent deux modèles différents, tant au niveau politique qu'au niveau économique. Les États-Unis, au niveau politique, c'est une démocratie, c'est-à-dire un pays où les décisions sont prises par les habitants par le moyen du vote. Alors que l'URSS, au niveau politique, c'est une dictature. Et au niveau économique, les États-Unis défendent le modèle libéral. Le libéralisme, c'est un courant économique qui est basé sur la libre concurrence entre les entreprises et qui essaie de limiter au maximum l'intervention de l'État dans l'économie. On pense que tout va se réguler avec la libre concurrence. Alors qu'en URSS, au contraire, c'est le communisme. Le communisme, c'est le refus de la propriété privée. Tout appartient à l'État dans le but d'assurer l'égalité entre les habitants, qu'il n'y ait plus de riches, plus de pauvres. Donc on a là, au niveau économique, comme au niveau politique, des modèles totalement antinomiques. En 1945, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée de l'URSS, a acquis du prestige parce que c'est elle qui a libéré les camps de concentration et d'extermination à l'est de l'Europe, et c'est elle qui a libéré toute l'Europe de l'Est. Mais une fois cette libération effectuée, elle va rester là pour occuper finalement cette Europe de l'Est. Et à l'ouest, les pays d'Europe de l'Ouest reçoivent le plan Marshall, c'est-à-dire une aide financière des États-Unis pour les aider à se reconstruire. Mais finalement, ce plan Marshall, c'est aussi pour se créer des alliés. On est là donc vraiment dans une logique de début de guerre froide. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le monde après 1945 vous aura aidé à bien comprendre cette situation. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.